qui est le foie et médicaments. Donc, il a très bien introduit le sujet en disant que les médicaments, donc c'est une partie importante de notre vie parce qu'on en consomme quand on est malade, on en consomme tout le temps. Ils font du bien, mais ils font du mal aussi. Et les médicaments, comme vous le savez, passent par le foie. Et le foie joue un rôle capital dans le métabolisme des médicaments, surtout ceux qui sont pris par voie orale. Mais ces médicaments peuvent être toxiques par le foie et leur toxicité peut se faire par deux voies, soit donc par voie directe ou par voie indirecte idiosyncrasique immunitaire. Alors, lorsqu'ils induisent des lésions, plusieurs types de lésions hépatiques sont possibles. Ces lésions peuvent atteindre l'hépatocyte, elles peuvent atteindre les voies biliaires, comme elles peuvent atteindre les vaisseaux, ou comme elles peuvent atteindre les trois parties. Donc, possibilité de lésions à différents niveaux. Et ces médicaments, donc cette toxicité médicamenteuse, va donner lieu, en fonction de l'atteinte, qu'elle soit hépatocytaire, au niveau des voies biliaires, au niveau des vaisseaux, à des tableaux cliniques très variés, qu'on appelle l'hépatopathie médicamenteuse. Et ces hépatopathies médicamenteuses sont souvent minimes, elles passent souvent inaperçues, elles sont souvent réversibles et parfois elles évoluent. Et le risque, c'est de développer une hépatite fulminante, voire une cirrhose. Et l'hépatite fulminante peut entraîner la mort du patient. Donc, c'est très, très, très important de savoir que les médicaments peuvent être toxiques pour le foie et que ces médicaments peuvent induire des lésions qui peuvent entraîner le décès du patient. Donc, il faut faire très, très attention en prescrivant des médicaments. Alors, est-ce que c'est fréquent? Non, ce n'est pas fréquent. C'est une situation qui est rare en hépatologie, mais elle est très importante à considérer. Parce qu'on a des médicaments qu'on ne pense pas être hépatotoxiques, mais qui sont finalement hépatotoxiques. Donc, ils ont une hépatotoxicité imprévisible. Il faut savoir que 3 à 10% des hépatites aiguës aux États-Unis sont liées aux médicaments et que l'hépatotoxicité médicamenteuse est la première cause d'insuffisance hépatique aiguë aux États-Unis. C'est la première cause de mortalité médicamenteuse, c'est-à-dire que les médicaments peuvent donner des lésions rénales, ils peuvent donner des atteintes cardiaques, mais l'atteinte qui entraîne le plus de décès, c'est celle du foie, donc c'est la première cause de mortalité d'origine médicamenteuse et c'est la première cause d'arrêt des essais thérapeutiques, de retrait de médicaments sur le marché ou de restriction thérapeutique quand on fabrique des médicaments ou quand un laboratoire essaye de mettre en place un médicament particulier. Donc, la première cause d'arrêt des essais thérapeutiques est liée à une atteinte hépatique par le médicament en cause. Donc, ces médicaments, comme ils peuvent, donc cette toxicité, comme elle peut atteindre l'hépatocyte, les vaisseaux ou les voies biliaires, va donner lieu à une présentation phénotypique très polymorphe. Et ce qui rend un peu cette situation difficile, c'est qu'il n'y a pas de biomarqueur spécifique qui puisse nous dire que ce médicament peut être hépatotoxique ou pas, et ce avant même de l'avoir testé. Donc, ces atteintes médicamenteuses peuvent être cytolytiques, elles peuvent être cholestatiques, elles peuvent être mixtes, et c'est un diagnostic d'exclusion qu'il faut faire rapidement. D'exclusion, pourquoi? Parce que la cytolyse ou la cholestase ou l'atteinte mixte peut être liée à autre chose que le médicament, donc il faut rechercher d'abord les autres causes, et ensuite, il faut le faire très rapidement avant de dire que c'est le médicament qui a été en cause de l'hépatotoxicité ou de donc, la perturbation du bilan hépatique ou de la perturbation clinique qu'a présenté le patient. Alors, le risque, je le répète encore, c'est l'ictère, l'insuffisance hépatique et le décès. Ce sont les complications et les risques les plus importants et les plus graves. Et je le répète encore, les médicaments sont la première cause d'insuffisance hépatique aiguë. Ce n'est pas l'hépatite C, ce n'est pas l'hépatite A, ce n'est pas l'hépatite B, ce n'est pas l'hépatite auto-immune. La première cause est l'hépatite médicamenteuse et l'insuffisance hépatique aiguë va se manifester donc par une coagulopathie sévère avec encéphalopathie hépatique qui va mener au décès du patient en l'absence de transplantation hépatique faite en urgence, ce qui est une chose très difficile à mettre en œuvre. Le premier médicament hépatotoxique dans le monde et aux États-Unis, c'est le paracétamol, qu'on appelle acétaminophène aux USA. 40 à 50% des atteintes médicamenteuses sont liées au paracétamol. Mais il faut savoir aussi que les plantes et les compléments alimentaires sont hépatotoxiques. Certains sont hépatotoxiques et certains qu'on méconnaît ou qu'on pense être anodins
anodins, ils ne le sont pas, ils sont hépatotoxiques. Il faut donc considérer ce chiffre-là qui est très important, qui est plus de 10%. On a plus de 10% d'atteintes hépatiques médicamenteuses qui sont liées à des plantes ou à des compléments alimentaires, donc à part égale avec les hépatites aiguës virales. Donc, il n'y a pas que les médicaments, finalement, il y a les médicaments et les compléments alimentaires et les plantes. Donc, d'où l'importance de connaître les médicaments potentiellement hépatotoxiques et leurs règles de prescription, et d'où l'intérêt de lutter contre l'automédication et la prescription intempestive et erronée de médicaments. Donc, avant de prescrire quoi que ce soit, il faut se poser la question: est-ce que ce médicament est d'abord utile pour le patient? Est-ce qu'il ne va pas être fatal pour le patient? Est-ce qu'il ne va pas être létal pour le patient? Est-ce que je le prescris dans les bonnes règles? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je donne les bonnes doses? C'est très important. Donc, avant de prescrire un médicament, il faut se demander: est-ce qu'il va faire du bien? Est-ce qu'il ne va pas faire de mal? Alors, comment se produit cette hépatotoxicité d'un point de vue physiopathologique? Donc, les médicaments, comme vous le savez, ce sont des substances exogènes. C'est apporté par l'alimentation, c'est apporté par une injection intraveineuse ou intramusculaire. Et ces substances exogènes vont atteindre la circulation portale. Et vous savez que la circulation portale va mener au foie via la veine. Et le foie, c'est un centre de détoxification. Le foie, comme on le dit, est une usine. C'est l'usine du corps. Il stocke, il sécrète, il excrète, il métabolise, il épure. Donc, c'est une véritable usine, c'est un véritable robot qui sert à tout faire. Et il sert à extraire le médicament et d'apporter la substance active du médicament au niveau du sang. Alors, les médicaments vont subir ce qu'on appelle l'effet du premier passage hépatique, surtout les médicaments qui sont liposolubles, et ce à travers l'action des cytochromes, notamment le cytochrome P450. Ces médicaments liposolubles vont être transformés en dérivés hydrosolubles et donc et vont donner à des métabolites intermédiaires qui sont soit stables, réactifs, soit réactifs, instables, qui vont passer au niveau du sang, des urines et de la bile. Alors, l'induction enzymatique va entraîner la synthèse de ces substances exogènes, une hyperactivité, donc une hyperproduction de ces substances exogènes, qui sont des substances chimiques toxiques, qui proviennent de substances chimiques toxiques d'aliments, d'alcool ou de médicaments, et qui vont être néfastes pour le foie. Il faut savoir que le fait de prendre beaucoup de médicaments à la fois va entraîner une majoration de cette hépatotoxicité du fait de l'interaction médicamenteuse. Donc, les métabolites aréactifs ou réactifs instables que produit le cytochrome P450 a une action néfaste. Donc, c'est des toxines ou des toxiques qui vont intoxiquer et léser le foie. Alors, la DILI, ou la Drug-Induced Liver Injury, ou les lésions hépatiques liées aux médicaments, sont classées finalement en 3 types physiopathologiques importants. L'hépatotoxicité directe, qui est intrinsèque, c'est-à-dire le métabolite réactif qui va être toxique pour le foie. C'est la plus fréquente, heureusement. Pourquoi heureusement? Parce qu'elle est dose dépendante, donc le fait d'amoindrir les doses ou de prescrire à des doses suffisamment thérapeutiques et suffisamment non toxiques va amoindrir cette hépatotoxicité. Donc, elle est dose dépendante, elle est reproductible dans les modèles animaux, donc on s'y attend quand on met en œuvre ce médicament-là. Elle est prévisible comme par exemple le paracétamol. On sait que pour que le paracétamol soit hépatotoxique, il faut une dose de plus de 4 grammes par jour. 4 grammes de paracétamol par jour est hépatotoxique. À moins, à 3 grammes, 2 grammes, 1 gramme. Donc l'hépatotoxicité diminue pour ne pas exister. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hépatotoxicité directe prévisible. Et on y agit en diminuant ou en donnant les doses recommandées des médicaments. Et donc, l'hépatotoxicité liée au paracétamol, par exemple, est liée à une prise intempestive non contrôlée de médicaments
ou elle est retrouvée dans le cadre d'une tentative de suicide ou d'autolyse. Donc, quelqu'un qui va prendre une tablette complète de paracétamol pour mettre fin à sa vie. Là, donc, ça devient une hépatotoxicité directe. Mais une personne qui consomme du paracétamol à moins de 3 grammes par jour, et quand elle en a besoin uniquement, ne va pas, en principe, développer d'hépatotoxicité. Donc, c'est l'hépatotoxicité directe, prévisible, dose dépendante, sur laquelle on peut agir en prescrivant des doses thérapeutiques et non toxiques. Je le répète encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois parce que c'est très important à considérer. Ensuite, nous avons l'hépatotoxicité idiosyncrasique et c'est celle-là qui est la plus importante à considérer parce qu'elle est imprévisible. Elle n'est pas reproductible, on ne s'y attend pas. Donc, quand on fait des modèles, quand on fait de l'expérimentation médicamenteuse sur des modèles animaux, on ne s'y attend pas, ça ne se produit pas, et puis ça peut se produire de façon… La latence de survenue est très variable, ça peut aller de 2-3 jours à 3 mois, 4 mois. Donc, on ne peut pas s'y attendre. C'est l'exemple d'un médicament qu'on prescrit de façon très fréquente, qui est l'Augmentin, ou l'association amoxicilline acide clavulanique, qui peut donner donc une hépatotoxicité idiosyncrasique qu'on peut voir chez certains, ne pas avoir chez d'autres personnes, et qui n'est pas dose dépendante. On peut prendre 1 gramme d'Augmentin et faire une hépatotoxicité. Et il y a un troisième type qui a été récemment reconnu, qui est l'hépatotoxicité indirecte ou mixte. Et c'est une hépatotoxicité qui est engendrée par des substances qui vont exacerber des lésions hépatiques préexistantes sur, par exemple, une hépatite virale B chronique, sur une stéatohépatite dysmétabolique, ou sur des médicaments qui altèrent la réponse immunitaire. Et donc là, c'est une hépatotoxicité qui a été fragile, qui a été induite par un terrain fragile. Alors, donc la toxicité directe, elle est liée au médicament lui-même par le biais de ces métabolites réactifs. Elle est dose dépendante, elle n'est pas accompagnée de manifestations extra-hépatiques. Le risque d'hépatotoxicité est augmenté avec l'induction enzymatique, récidive de l'hépatite dans les mêmes délais, il faut que ce soit réadministré aux mêmes doses. Maintenant, la toxicité immunoallergique ou la IDILI, donc elle n'est pas dose dépendante, elle est de type allergique, elle entraîne donc un cortège de manifestations cliniques qui est lié, ce cortège est lié à une réaction immunoallergique, une leuconeutropénie, une atteinte rénale, une atteinte médicamenteuse d'origine immunoallergique va perturber le bilan rénal. C'est déjà la première chose qu'on voit pour voir si le médicament qui a été donné est un médicament de type toxicité directe ou immunoallergique. Et la toxicité n'est pas modifiée par l'induction enzymatique. Et la récidive, la réadministration, le rechallenge, le fait de redonner le même médicament va donner une récidive plus rapide dans des délais qui sont plus courts et encore plus sévères de l'hépatotoxicité. Donc, il est interdit de redonner un médicament qui a entraîné une toxicité par effet allergique, car ça risquerait de donner des lésions plus importantes, notamment une hépatite aiguë sévère qui pourrait mener à son décès. Alors, l'atteinte médicamenteuse peut être liée donc à des lésions, à des médicaments à action intrinsèque ou à des médicaments à action idiosyncratique. Voici un tableau qui montre les différents médicaments qui peuvent donner des lésions. C'est un tableau qui n'est pas exhaustif, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'autres médicaments, ce sont des médicaments à action directe. Et les médicaments qui sont en bleu, ce sont des médicaments à action immunoallergique indirecte. Et vous voyez ici, par exemple, que l'acétaminophène, le paracétamol, donne une hépatotoxicité intrinsèque. La cholestéramine, qui est le Questran, qui est un médicament qu'on utilise souvent en hépatologie, donne une hépatotoxicité donc intrinsèque. Les héparines et les statines aussi, ce sont des médicaments qu'on utilise souvent, peuvent donner une hépatotoxicité intrinsèque, donc dose dépendante, et on peut agir sur la dose pour diminuer de leur hépatotoxicité. Maintenant, regardez ici le tableau bleu, enfin le tableau
c'est inscrit en bleu, vous voyez l'amoxicilline clavulanate, le diclofénac, le Voltaren, le Voltaren qu'on prend de façon donc intempestive pour une rage de dents, pour un mal de tête, pour des maux musculaires, et bien vous voyez que ça peut donner une hépatotoxicité immunoallergique qui peut être grave. D'accord? Et là, vous voyez aussi d'autres médicaments tels que les statines. Donc, on a les deux mécanismes pour les statines. Donc, beaucoup de médicaments peuvent être hépatotoxiques. Il faut faire attention lorsqu'on prescription et aux bonnes doses. C'est important, je le répète encore. Alors maintenant, on va passer à l'épidémiologie des hépatites médicamenteuses. Elle est mal appréciée. Plus de 1000 médicaments ont été incriminés, mais il faut savoir que la fréquence est sous-estimée. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ces hépatotoxicités médicamenteuses sont asymptomatiques, passent souvent inaperçues, et le diagnostic n'est pas fait parce que les cas n'ont pas été rapportés ou n'ont pas été diagnostiqués. Maintenant, à l'inverse, environ 50% des soi-disant hépatites qu'on a déclarées d'origine médicamenteuse ne le sont pas. Et après avis d'experts, elles s'avèrent être des hépatoses comme, bon, par exemple, virales, immunitaires notamment. Donc, il faut rester prudent dans l'appréciation de la toxicité médicamenteuse. Il ne faut pas déclarer les hépatites comme étant médicamenteuses si on n'a pas fait de bilan exhaustif. Donc, ça reste un diagnostic d'exclusion. Et beaucoup d'hépatites médicamenteuses passent inaperçues puisqu'elles ne sont pas diagnostiquées, parce qu'elles ne se manifestent finalement que par une petite perturbation du bilan hépatique. Et comme on ne contrôle pas le bilan hépatique après avoir introduit un médicament particulier, surtout quand ce médicament n'est pas connu comme étant hépatotoxique, eh ben, on ne va pas le diagnostiquer, ce qui fait sa sous-estimation. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Oui, certains facteurs de risque ont été... Oui, Atar Wafa a levé la main pour poser une question, c'est ça? Oui? Que faut-il faire? Ben, je ne sais pas, je continue et ensuite je répondrai aux questions. Donc, notez vos questions, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment faire pour interrompre la vidéo pour répondre à vos questions. On essaiera de répondre à la fin. Donc, l'âge. Il faut savoir que le sujet âgé est considéré comme étant un sujet à risque d'hépatotoxicité. Mais il faut savoir que ce n'est un facteur de risque pour certains agents spécifiques et que le biais est que le sujet âgé prend beaucoup de médicaments, qu'il est polymédiqué, qu'il a peut-être des lésions hépatiques qui sont liées à autre chose, et c'est pour ça qu'on pense que l'âge est un facteur de toxicité médicamenteuse. Ceci n'est pas valable donc pour tous les médicaments, c'est valable pour certains médicaments comme l'acide valproïque, qui est hépatotoxique chez l'enfant de moins de 10 ans, et surtout chez le nourrisson de moins de 2 ans, il peut donner de l'ALF, mais que l'isoniazide et l'amoxicilline acide clavulanique ont une hépatotoxicité plus importante qui fait le sujet de plus de 50 ans. Donc, sur certaines tranches d'âge et pour certains médicaments, l'âge interfère, est un facteur de risque d'hépatotoxicité médicamenteuse. Mais ce n'est pas valable pour tous les médicaments. Donc, on retient que pour l'acide valproïque, qui est la dépatine, il est hépatotoxique pour les enfants de moins de 10 ans et surtout pour le nourrisson de moins de 12 ans, et que certains médicaments tels que l'aumontin sont plus hépatotoxiques chez le sujet âgé que chez les sujets plus jeunes. Et donc, il faut faire attention quand on prescrit ce genre de médicaments, notamment de l'aumontin, chez un sujet âgé, d'autant plus s'il est polymédiqué et qu'il prend d'autres médicaments qui risqueraient d'interagir et donc de donner une hépatotoxicité. Le sexe féminin. Le sexe féminin aussi, on a l'impression que les femmes sont plus sujettes à de l'hépatotoxicité, mais c'est aussi une impression. Ce n'est pas valable pour tous les médicaments, ce l'est pour certains. Donc, c'est valable pour certains agents spécifiques. Et cette susceptibilité féminine s'est avérée être vraie pour la nitrofurantoïne, pour le diclofénac. Donc, le diclofénac que la femme prend de façon aussi intempestive, notamment en période de dysménorrhée, et que le sexe féminin, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une femme fait une hépatotoxicité médicamenteuse d'origine immunoallergique, surtout ou pas, donc le risque de naissance hépatique aiguë est plus important
l'insuffisance hépatique sévère est plus important chez la femme que chez l'homme. Alors, est-ce qu'il y a un contexte technique qui interfère avec la toxicité des médicaments? Oui, une forme chronique et sévère sont plus fréquentes chez les Afro-Américains. Ça a été étudié aux États-Unis. On a vu que les Afro-Américains étaient plus susceptibles d'avoir une toxicité médicamenteuse, notamment pour le paracétamol, que les non-Afro-Américains. Donc, il y a une susceptibilité génétique pour certaines substances. Et il y a aussi l'effet de l'alcool. L'alcool, la prise régulière d'alcool interfère avec l'hépatotoxicité de certains médicaments comme le méthotrexate, mais aussi il interfère avec la toxicité de l'alcool. Donc il y a certains sujets qui consomment de façon excessive de l'alcool. Et pour traiter les maux de tête engendrés par cette prise d'alcool, peut prendre du paracétamol, et ça va surajouter et peut donner lieu à une hépatite aiguë, donc mixte, alcoolique et médicamenteuse. Pour la grossesse, c'est débattu, on n'est pas sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que le syndrome métabolique, la NASH, que le risque de développer une NASH est beaucoup plus important quand on prend du tamoxifène et du méthotrexate, et que la sévérité du méthotrexate, de la NASH qui est induite par le méthotrexate, est plus importante chez les patients diabétiques et chez les patients obèses, donc chez des patients qui sont plus susceptibles de développer une NASH, et que les hépatites chroniques virales B et C sont des facteurs de risque d'hépatotoxicité pour les antituberculeux et pour les antirétroviraux. Donc, quand on prescrit des antituberculeux et quand on a une hépatite virale chronique B, une hépatite chronique virale C, on a un surrisque de présenter une hépatotoxicité médicamenteuse par rapport médicamenteuse liée à ces antituberculeux par rapport à des sujets qui n'ont pas d'hépatite chronique virale B ou C. Donc, il y a certains facteurs de risque. Donc là, ce n'est pas pour tous les médicaments. Le sexe féminin, ce n'est pas pour tous les médicaments. Certaines ethnies, donc la race afro-américaine est plus susceptible de développer. Vous poserez vos questions, s'il vous plaît, à la fin, je ne sais pas comment interrompre. Hein. Et puis, il y a des médicaments qui peuvent induire une NASH, surtout si le patient est déjà prédisposé à développer ou à présenter une NASH. Alors, comment peut-on diagnostiquer comment fait-on le diagnostic d'une hépatite médicamenteuse? Ce qu'il faut retenir, et ça, il faut le retenir pour toujours. Je l'ai retenu quand j'étais externe, et à mon âge, je le dis toujours. Donc, l'hépatotoxicité médicamenteuse est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'il faut avoir éliminé les autres causes d'hépatite avant de dire que c'est le médicament qui est en cause. Mais il faut le faire très rapidement parce qu'il faut arrêter le médicament peut-être parfois de façon définitive. Alors c'est un diagnostic d'exclusion et le diagnostic, il faut avoir éliminé certaines causes. Et comment on élimine ces causes-là? C'est en éliminant les hépatites qui sont liées, qui donnent le même profil. Biologique, c'est-à-dire que si un médicament donne une hépatite cytolytique, il faut éliminer toutes les hépatopathies cytolytiques aiguës. Si un médicament est à phénotype cholestatique, il faut éliminer toutes les causes de cholestase. Et si le médicament donne une hépatotoxicité en même temps cytolytique et en même temps cholestatique, il va falloir éliminer toutes les hépatites mixtes cytolytiques et cholestatiques. Donc, vous voyez finalement que l'hépatotoxicité médicamenteuse est le grand mime. Ça va mimer à peu près tout. Alors, les hépatites aiguës cytolytiques vont mimer tout ce qui peut donner une cytolyse aiguë. Les hépatites aiguës cholestatiques vont mimer tout ce qui peut donner une cholestase, et les hépatopathies les hépatopathies qui agissent sur les vaisseaux vont mimer tout ce qui peut donner une atteinte vasculaire du foie, que cette atteinte soit au niveau des suisses hépatiques, des veines suisses hépatiques, ou qu'elle soit au niveau des veines intrahépatiques. Donc, et je vous ai dit qu'il fallait faire la recherche étiologique en fonction du profil conféré par l'hépatite. Si l'hépatite a donné lieu à un profil cytolytique, on va rechercher les causes d'hépatite.
cytolytique. Et comment on peut savoir si c'est une hépatite cytolytique cholestatique ou mixte? Il faut calculer ce qu'on appelle le R-ratio. Le R-ratio, c'est le taux des alates en limite supérieure de la normale. Admettons que le taux normal des alates est de 40, un taux à 120 est à 3 fois la normale, donc c'est 3. Et les phosphatases alcalines, admettant qu'elles sont normales, donc elles sont à une fois la normale, et donc alate sur phosphatase alcaline, ça va nous donner un ratio de 3. D'accord? Admettons maintenant que les alates sont à 3 fois la normale et que les azates sont à 2 fois la normale. Et donc 3 sur 2, ça va nous donner quelque chose comme 1, et donc là, ça va être une mixte. Donc tout, quand les alates sont supérieurs à 5 fois la normale, où les phosphatases alcalines sont supérieures, le rapport azatalate est supérieur à 5 fois la normale, nous avons une hépatite cytolytique. Lorsque le rapport alate sur phosphatase alcaline est supérieur ou égal à 2 fois la normale, ce sont des atteintes cholestatiques. Et lorsque c'est entre les deux, ce sont des atteintes mixtes. Donc la DILI doit être classée en cytolytique, cholestatique ou mixte en fonction de la première évaluation biochimique disponible en rapport avec l'événement clinique. C'est-à-dire que quand vous voyez l'événement clinique, vous allez voir si l'hépatite est cytolytique par rapport aux alates ou si elle est cholestatique le jour où le patient a fait son hépatite. Et il ne faut pas voir le bilan d'il y a un an, il faut voir le bilan du jour où il a fait son hépatite. Il ne faut pas aussi voir le bilan du jour où les bilans biochimiques se sont résolus. Donc, il faut essayer d'avoir une vue instantanée du moment où le patient a présenté son hépatotoxicité. Donc, supérieur à 5 fois la normale, c'est cytolytique. Inférieur à 2, le rapport. On voit le rapport, on ne va pas les... Alors, le rapport supérieur à 5, c'est cytolytique. Inférieur à 2, c'est cholestatique. Entre 5 et 2, c'est mixte. Alors, il faut éliminer les autres causes selon le terrain et la clinique. Donc, en cas d'hépatite cytolytique, il faut faire une sérologie virale une sérologie virale B et rechercher une réactivation virale chez les patients qui ont déjà eu une hépatite virale B par la mesure du DNA viral chez les patients infectés connus. Donc, sérologie virale B. La PCR du VHC, aussi, il faut la faire si la forme est ictérique et que le patient est fébrile. Il faut une forme ictérique fébrile, il faut peut-être voir si ce n'est pas une hépatite aiguë C. Il faut rechercher les IgM anti-VHE avec le ARN AVHE lorsqu'on suspecte une hépatite médicamenteuse pour éliminer une hépatite virale E. Il faut demander un taux d'immunoglobuline G et un bilan d'auto-immunité avec une précaution dans leur interprétation parce que les hépatites médicamenteuses peuvent donner une élévation de certains paramètres du bilan d'auto-immunité. Et là, donc, il faut, quand on suspecte une hépatite auto-immune, pour éliminer une hépatite auto-immune, et là encore, il va falloir discuter. Il faut demander un bilan cuprique chez un sujet de moins de 40 ans. Il faut aussi demander la sérologie de l'EPV, donc l'Epstein-Barr virus, le CMV et l'HSV, surtout si le patient présente une fièvre et des adénopathies et qu'il a des signes évocateurs. Donc, la recherche de l'ARN du VHC et des IgM anti-VHE sont suggérées chez les patients suspects de DILI afin d'exclure une hépatite aiguë C ou E, particulièrement lorsque le cas n'est pas compatible avec le médicament mis en cause et ou cytolyse importante. Donc là, il faut éliminer toutes les causes de cytolyse aiguë avant de dire que le patient a présenté une hépatotoxicité au médicament qu'il a pris. Alors, est-ce qu'il faut faire une imagerie? Oui, il faut faire une imagerie abdominale chez tous les patients qui sont suspects d'avoir une DILI, une hépatotoxicité médicamenteuse. Le recours aux autres moyens d'imagerie sera discuté en fonction du contexte clinique. Je vais m'expliquer. Alors, dans les DILI cytolytiques, quand la cytolyse est prédominante, une échographie abdominale suffit. On n'a pas besoin d'aller faire une BDRM, on n'a pas besoin d'aller faire une TDM. D'accord? Lorsque la DILI maintenant est cholestatique, lorsque le profil est cholestatique, c'est-à-dire lorsque le ratio alate sur phosphatase alcaline est inférieur à 2, c'est-à-dire que les phosphatases alcalines finalement prédominent sur les alates,
alors dans ce cas-là, il faut faire une bile-IRM pour éliminer une lithiase biliaire, qui est la cause la plus fréquente, une anomalie biliaire qui a entraîné cette cholestase. Maintenant, dans les dilidoucoses, quand on a une hépatotoxicité avec des douleurs abdominales, il faut faire un TDM, il faut faire une bile-IRM pancréatico-biliaire qui est à l'origine de ces anomalies. Alors, il faut savoir aussi que 10% des DILI, tout phénotype confondu, qu'elles soient cytolytiques, qu'elles soient cholestatiques, qu'elles soient mixtes, s'accompagneraient de lésions de cholangite médicamenteuse d'IRM. Donc, il faut faire attention et il faut demander l'IRM si vraiment on suspecte dans les causes cholestatiques en étant prudent dans l'interprétation des résultats. Et donc, il faut savoir que la présence de lésions à la bile-IRM ne va pas exclure une DILI cholestatique si on ne trouve pas, de calcul biliaire, par exemple. Bon. Est-ce que la biopsie hépatique est intéressante quand on suspecte une hépatotoxicité médicamenteuse? Il ne faut pas la faire tout le temps. Il faut la discuter chez certains patients sélectionnés, suspects de DILI, en raison des éléments histologiques qu'elle pourrait procurer, qui pourraient nous rassurer quant au diagnostic de DILI, ou peut-être nous éloigner du diagnostic de DILI. Alors, on l'a fait quand? On l'a fait quand il y a une DILI, quand on a une hépatotoxicité médicamenteuse probable avec des signes d'auto-immunité qui sont positifs, afin d'éliminer une hépatite auto-immune. Et encore, il faut être prudent aussi dans l'interprétation des résultats histologiques. Lorsque les anomalies biochimiques ou à l'imagerie, par exemple, des lésions de cholangite à la bile-IRM persistent ou progressent malgré l'arrêt du médicament incriminé, et lorsque le tableau est atypique, on a une forme mixte, ça va et ça vient, on ne sait pas trop si c'est médicamenteux ou pas, et donc là, il va falloir aller faire. Les formes anatomocliniques de la DILI sont la forme cytolytique, plus souvent elle est asymptomatique. Lorsqu'elle est symptomatique, donc elle ressemble à une hépatite virale. On a le rapport ALAT sur phosphatase alcaline qui est supérieur ou égal à 5. La ponction biopsie hépatique n'est pas utile, sauf si l'on suspecte donc les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Et son évolution est variable en fonction des médicaments qui ont été mis en cause, en fonction de leur hépatotoxicité. Est-ce qu'elle est directe et des doses qui ont été prises? Ou est-ce qu'elle a été indirecte? Et là, c'est indépendant des doses. La mixte, pardon. Je reviens. La mixte, donc, c'est les ALAT et les phosphatases alcalines, le rapport ALAT sur phosphatase alcaline qui est entre 2 et 5. Et les médicaments les plus incriminés sont les bêta-lactamines, les phénylcolées, les AINS et les antiépileptiques. On a aussi les hépatites chroniques médicamenteuses qui sont souvent méconnues et le médicament, il est souvent prescrit de façon continue et ça va donner de la chronicité. Donc, au cours des hépatites chroniques, c'est souvent un médicament qui est hépatotoxique, qui a été donc donné de façon continue parce qu'on n'était pas sûr de son hépatotoxicité ou on n'était pas au courant de son hépatotoxicité. C'était asymptomatique jusqu'au moment où le patient va développer des signes d'hépatopathie chronique. La biologie n'est pas spécifique. Les auto-anticorps peuvent être positifs. La ponction biopsie hépatique va donner lieu à des lésions d'hépatite chronique actives. Et les médicaments les plus incriminés sont le paracétamol, le méthotrexate, la vitamine A, l'amiodarone, l'isoniazide. Et la régression est possible, comme l'évolution aussi vers la cirrhose est possible. Les autres formes, on en a parlé, la stéatohépatite, la granulomatose hépatique, donc c'est des granulomes hépatiques avec donc des granulomes tuberculoïdes sans nécrose caséeuse qui peuvent être liés à la prise de pénicilline, de quinidine ou d'augmentin, et des lésions vasculaires qui vont entraîner donc des lésions vasculaires où l'hépatotoxicité va agir sur la paroi vasculaire des veines sushépatiques ou des veines intrahépatiques pour donner lieu à une maladie veineuse veno-occlusive, à une péliose ou à une thrombose porte. C'est le cas des œstrogènes, de l'azathioprine, des stéroïdes anabolisants, de la prescription de corticoïdes au long cours et du méthotrexate qui peuvent être
aussi hépatotoxique chez certains patients. Donc, voici un algorithme décisionnel sur la conduite à tenir lorsqu'on a une perturbation du bilan hépatique avec suspicion de DILI. Donc, il faut toujours, à chaque fois qu'on a une hépatite aiguë, il faut rechercher les autres causes, il faut suspecter à chaque fois une hépatite médicamenteuse ou une exposition aux médicaments ou aux produits de phytothérapie, aux compléments alimentaires. Donc, il faut arrêter tous les médicaments qui sont non essentiels, faire l'enquête policière des médicaments qui sont pris par le patient, rechercher les signes en faveur d'une toxicité, comme les signes cutanés, une insuffisance rénale, donc une enquête policière, les médicaments qui sont pris par les patients, une automédication, une phytothérapie inavouée ou cachée, parce qu'elle est conventionnelle. Pourquoi conventionnelle? Parce que la personne a l'habitude de prendre, par exemple, on va dire une tisane particulière. On va citer par exemple la tisane d'origan, Za'atar, pour traiter une toux ou pour prévenir donc les effets d'une grippe ou pour en ce moment prévenir les effets ou prévenir l'infection par le corona. Il y a des gens qui prennent des tisanes d'origan, et cette tisane d'origan, quand elle est prise à des doses qui peut être hépatotoxique, peut donner lieu à une toxicité. Là, c'est juste un exemple de tisane. Plein d'autres tisanes, plein d'autres herbes peuvent donner une hépatotoxicité médicamenteuse. Et donc, il faut essayer de voir, est-ce que calculer le R ratio, c'est-à-dire le ratio ALAT sur phosphatase alcaline. Lorsqu'elle est cytolytique, on va rechercher le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, plus ou moins B, donc une surinfection virale D sur un B, le VHC, le VHE, l'alcool, l'auto-immunité, la maladie de Wilson, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et lorsqu'elle est cholestatique, il faut éliminer une obstruction biliaire, une auto-immunité, par exemple une cholangite sclérosante primitive. C'est un diagnostic d'exclusion. On ne retiendra ce diagnostic après avoir éliminé ces causes les plus fréquentes. Et puis, quand on n'est pas très sûr, lorsqu'il y a une suspicion d'hépatite auto-immune, lorsque le fait d'avoir arrêté le médicament n'a pas donné une résolution complète des lésions ou n'a pas donné du tout une résolution des lésions, donc un déchallenge négatif, ou devant une forme atypique aiguë, qu'elle soit aiguë ou chronique, on peut discuter la PBH. Il faut faire attention aux formes ictériques, et il faut hospitaliser les patients si signe de sévérité. Maintenant, comment prendre en charge une DILI? D'abord, c'est les mesures générales. Il faut savoir qu'en toute logique, il faut arrêter tout médicament impliqué, tout produit ou complément de phytothérapie ou complément alimentaire, et de tous les médicaments qui ne sont pas vitaux. Alors, si une personne prend des médicaments et que ces médicaments ne sont pas vitaux, qui vont pas, le fait de les arrêter ne va pas donc entraîner l'aggravation de l'état du patient, il faut donc arrêter tous ces médicaments, sauf les médicaments vitaux, qu'il faudra discuter avec le médecin qui a prescrit ces médicaments. Si les médicaments qui ont été récemment introduits ont entraîné une résolution rapide en quelques jours, en quelques semaines, donc c'est suffisant. Et c'est un critère important de causalité, donc c'est suffisant pour traiter l'hépatite médicamenteuse. Et ce qu'on va suggérer, c'est que le patient ne reprenne pas ce médicament s'il n'est pas vital et si sa toxicité n'est pas indirecte. Maintenant, si sa toxicité est indirecte, le patient n'est pas autorisé à reprendre ce médicament-là. Si ce médicament a une toxicité directe, on peut discuter de plus faibles doses avec le médecin traitant. Donc, je me réexplique encore, je crois que je me suis mal expliquée. Donc, on va arrêter le médicament impliqué et on va discuter au cas où ce médicament serait vital pour le patient avec le médecin traitant. Si le médicament en cause a une toxicité indirecte, il faut à tout prix ne pas le prescrire. Sauf si c'est de la chimiothérapie qu'on ne peut pas remplacer. Et là, il faut peut-être donner des doses très, très, très minimes, mais c'est à discuter. Maintenant, si c'est un médicament à action directe, c'est-à-dire qui est dose dépendant, on va donner la dose la moins toxique possible pour pouvoir le continuer si ce médicament est vital. Maintenant, s'il n'est pas vital, il vaudrait mieux l'arrêter et arrêter toute médication. En cas d'ictère, il faut surveiller de façon rapprocher les signes cliniques et biologiques parce que les formes ictériques, ce sont les formes les plus sévères et qui peuvent entraîner une hépatite aiguë fatale.
Il faut hospitaliser le patient s'il y a des troubles de la coagulation, un TP bas, des plaquettes basses, ou s'il y a des signes d'encéphalopathie hépatique. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent nous aider à prendre en charge le patient en dehors de l'arrêt du médicament mis en cause? Donc, il faut savoir que la cholestéramine peut être prescrite pour des médicaments spécifiques, tels que les terbinafine et le léflunomide. Donc, la cholestéramine va aider à l'élimination de ces produits. Le N-acétylcystéine a une efficacité sur toutes les hépatopathies médicamenteuses. Il n'est pas efficace que sur le paracétamol comme on le pensait avant, et donc il peut être prescrit, mais son apport est limité en dehors d'une hépatite aiguë sévère. Donc en cas d'hépatite aiguë sévère, quel que soit le médicament incriminé, il faut prescrire du N-acétylcystéine. La carnitine est un antidote de l'acide valproïque, et l'acide ursodesoxycholique peut être prescrit dans les diluts cholestatiques, mais on n'a pas la preuve de leur efficacité, et la transplantation hépatique est envisagée en cas d'essence hépatique aiguë, fulminante, où il faut transplanter pour sauver la vie du patient. Alors, quelques recommandations. Quand on a à choisir entre deux médicaments chez un patient, donc il faut choisir toujours le moins hépatotoxique. À chaque fois que vous faites une prescription médicamenteuse, il faut vous dire est-ce que ce médicament est hépatotoxique ou pas? Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose qui est moins hépatotoxique, surtout chez le sujet âgé de plus de 65 ans, si vous devez prescrire une polymédication? Il faut éviter l'association de médicaments majorant le risque d'hépatotoxicité, donc il faut faire attention à la polymédication. Il faut être vigilant chez le sujet âgé, polymédiqué, en cas de prise d'alcool concomitante et d'hépatopathie sous-jacente, d'antécédents d'hépatite médicamenteuse. Il ne faut jamais réintroduire un médicament hépatotoxique suspecté si son intérêt n'est pas vital, et après avoir discuté avec le médecin traitant. Et je vous remercie. Maintenant, comment revenir? Docteur Laïda. Merci, professeur Saïdani, pour cet excellent exposé. Tu peux aller là où c'est écrit Q&R, questions-réponses. D'accord. Comme ça, tu vas répondre à quelques questions, comme une grande. Merci pour tous vos efforts. De rien, merci d'être resté. Merci beaucoup. Allez, ça. Docteur, il est pour 15h30. Ben, écoutez, hein, il y a donc à 15h30. Pardon? Je ne réponds pas à ça, oui. Docteur Souci, conduite à tenir devant une masse abdominale. Je rejette. Courte complication d'ulcère. Comment les médicaments peuvent donner une hépatite fulminante par toxicité ou par le biais d'inflammation? Alors, les deux mécanismes. Comment je fais, docteur Layada? Je réponds en direct. Allô? Pardon, oui, alors, oui. Pour répondre aux questions, je réponds oralement. Oui, oralement, oui. Oui, spectateur anonyme. Comment les médicaments peuvent donner une hépatite fulminante par toxicité ou par le biais d'inflammation? Alors écoutez, tous les deux types, hein, le deux types d'hépatotoxicité, qu'elles soient directes ou indirectes, peuvent donner une hépatite fulminante. Par exemple, on sait que le paracétamol à des doses supérieures à 4 grammes peut donner une hépatotoxicité, une hépatite fulminante. Et que les médicaments tels que le diclofénac, qui a une toxicité dissimule, par le biais d'une inflammation, aussi peut donner une hépatite fulminante. Donc les deux vont entraîner des lésions au niveau du foie, et ce, par le biais d'un stress oxydatif qui va donc entraîner une inflammation hépatique. Et cette inflammation peut être de sévérité variable, elle peut être sévère dans les deux cas. Donc, que ce soit par toxicité directe ou indirecte. Mais on sait que ceux qui ont une toxicité directe, on peut déjà agir sur la dose, puisque la dose, elle est connue, elle est déjà prévue. Mais par contre, ceux qui agissent par le biais d'une inflammation ou d'une réaction donc,
immunoallergiques, et bien ceux-là, on peut pas deviner leur hépatotoxicité. Voilà, c'est la seule différence. C'est le fait de deviner ou pas l'hépatotoxicité d'un médicament particulier. Pour ceux qui ont une action directe, on peut deviner, donc on peut agir en amont. Et pour ceux dont on ne connaît pas, donc l'hépatotoxicité, pour lesquels l'hépatotoxicité n'est pas directe, on ne peut pas agir en amont, sauf quand l'hépatotoxicité s'est déjà produite chez le patient, parce qu'elle peut se produire chez un patient et non pas chez l'autre. Or que pour les toxicités, le mécanisme par toxicité directe, ça se produit pratiquement chez toutes les personnes à des doses suprathérapeutiques. Donc là, on peut agir en amont, mais dans le deuxième type de toxicité médicamenteuse, on ne peut pas agir en amont si le patient n'a pas présenté d'hépatotoxicité auparavant. Merci. On doit arrêter le paracétamol, même si on a des céphalées répétées, docteur. Alors écoutez, le paracétamol doit être consommé de façon très parcimonieuse, c'est-à-dire qu'il faut prendre du paracétamol quand on en a besoin, quand la prescription est obligatoire et à des doses thérapeutiques et non suprathérapeutiques. Maintenant, si vous avez mal à la tête durant toute la journée, il faut aller voir un médecin, un neurologue, pour voir quelle est la cause de ces céphalées, par exemple. Donc, les céphalées répétées sont traitées et sont explorées par des médecins spécialistes dans les céphalées, généralement les neurologues, pour voir la cause et pour traiter la cause. Et le paracétamol n'est qu'un antalgique qu'il faut utiliser avec parcimonie à des doses thérapeutiques et non pas à des doses toxiques. Donc même si on a des céphalées répétées, il faut arrêter le paracétamol, ne pas dépasser les 3 grammes par jour. C'est bon ? En cas d'injection IV de paracétamol, est-ce qu'il y a un premier passage hépatique ou c'est seulement les médicaments Péros? Très très bonne question. Alors, ce n'est pas seulement les médicaments Péros, même quand on injecte en IV du paracétamol, il passe au niveau du foie parce qu'il passe à travers la circulation sanguine. S'il vous plaît, y a-t-il un risque de consommation des abats de volaille du marché? Mais ça, ce n'est pas une hépatotoxicité. Ça, c'est de la toxi-infection alimentaire. Ça n'a rien à voir avec les médicaments. L'hépatite idiosyncrasique peut être développée subitement. Donc, le patient n'a pas l'habitude de réagir à un médicament. Oui, l'hépatite idiosyncrasique est imprévisible. On peut prescrire un médicament qui n'est pas connu comme étant hépatotoxique en général, et celui-ci peut interagir de façon négative avec le foie du patient. Est-ce que les psychotropes peuvent donner une hépatite médicamenteuse? Oh que oui, bien sûr qu'ils peuvent donner une hépatite médicamenteuse. Et vous aviez vu tout à l'heure sur le tableau que je vous ai donné, il y avait des psychotropes et dans la liste bleue et dans la liste rouge. Donc les psychotropes peuvent donner des atteintes médicamenteuses par action directe et des atteintes médicamenteuses par action indirecte. Tout dépend du médicament. Il y en a même qui donnent des atteintes donc l'atteinte est par effet mixte, c'est-à-dire par effet direct et indirect. Les rapports, s'il vous plaît. Quel rapport? Alors, docteur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter le R ratio. Le R ratio, c'est un ratio, donc on va diviser les alates en N fois la normale, en nombre de fois la normale, sur les phosphatases alcalines en nombre de fois la normale. Alors, imaginons que les alates, que le taux, la limite supérieure des alates, du taux d'alate est à 40 et que vous avez un taux d'alate à 120 ou à 160. Donc, ça vous fait 4 fois la normale, c'est 3 ou 4. Et que les phosphatases alcalines sont dans la norme, donc on est à 1, une fois la normale. Donc, dans ce cas-là, le ratio, c'est 4 sur 1, et on a un ratio de 4, ou 3 sur 1, et on a un ratio de 1. Donc, tout dépend du nombre de fois la normale des alates et du nombre de fois la normale des alates. Et on va diviser le nombre de fois la normale
d'alate sur le nombre de fois la normale de phosphatase alcaline. Si le ratio que vous obtenez, donc le résultat que vous obtenez, est supérieur à 5, ça veut dire que le taux d'alate dépasse largement le taux de phosphatase alcaline, donc il est à plus de 5 fois la normale, c'est une hépatite cytolytique, puisque la cytolyse prédomine. Maintenant, si le taux d'alate sur le taux de phosphatase alcaline en limite supérieure de la normale est inférieur à 2, ça veut dire que les phosphatases alcalines sont prépondérantes sur les alates et ça devient une hépatite cholestatique. Maintenant, lorsque le ratio est entre 2 et 3, c'est-à-dire que les alates en nombre de fois la normale sur les phosphatases alcalines en nombre de fois la normale, que le résultat que vous obtenez est entre 2 et 3, cela veut dire que c'est une hépatite qui n'est ni franchement cytolytique, ni franchement cholestatique, elle est mixte. Et c'est ça le R ratio. Donc, supérieur à 5, entre 2 et 5 et inférieur à 2. C'est quoi BILI-IRM, s'il vous plaît? La BILI-IRM. Alors, est-ce qu'on doit prendre tous les médicaments? Non. Les plus importants, le paracétamol, le diclofénac, l'augmentin déjà. Et puis, à chaque fois que vous avez un doute, et ça, je ne l'ai pas dit, désolé, c'est très important, vous m'avez fait rappeler quelque chose. Donc, à chaque fois qu'on a un doute sur les médicaments, on va aller sur une application. Cette application s'appelle Livertox. Donc, on peut télécharger et qu'on peut avoir sur nos portables. Et on tape le nom du médicament pour voir est-ce qu'il est hépatotoxique ou pas, quel type d'hépatotoxicité il entraîne, est-ce qu'elle est cholestatique, est-ce qu'elle est cytolytique, est-ce qu'elle est mixte. Et si le médicament n'est pas connu comme étant hépatotoxique, et donc Livertox vous dira pas de toxicité hépatique connue du médicament. Donc, il faut connaître l'essentiel, les plus importants sont ceux qu'on prescrit de façon habituelle. Et puis, quand on a un doute, il y a Livertox. Que signifie, donc là je rejette, c'est quoi la BILI-IRM? La BILI-IRM, c'est l'IRM biliaire, l'IRM des voies biliaires. C'est la conjoncture IRM. Ben, quels sont les médicaments qui sont à l'origine de l'hépatite aiguë? Ben, je vous ai donné tout à l'heure une liste non exhaustive de médicaments, plus de 1000 médicaments. Donc, on retiendra le paracétamol, on retiendra les statines, on retiendra le diclofénac, on retiendra le méthotrexate, on retiendra les corticoïdes. Oui, les corticoïdes qu'on donne pour traiter une allergie peuvent être hépatotoxiques par moment. Et donc, la liste n'est pas exhaustive. Il faut aller vers Livertox pour voir si les médicaments sont hépatotoxiques. Maintenant, à votre niveau, en tant que quatrième année, il faut savoir qu'avant de prescrire un médicament, il faut connaître ses règles de prescription. Il faut savoir quelles sont les toxicités liées à ces médicaments. Est-ce que ce médicament peut avoir une toxicité hépatique? Est-ce qu'il peut avoir une toxicité rénale? Donc, il ne faut pas prescrire n'importe quoi et il faut toujours être au courant des effets secondaires que peuvent être donnés par les médicaments que vous prescrivez. Pourquoi en cas de prise d'immunosuppresseur, on a une réactivation du VHB, même si le patient est guéri? Alors, je crois que le docteur, pourquoi en cas de prise d'immunosuppresseur, on a une réactivation du VHB, même si le patient est guéri? Alors, le VHB, on ne guérit jamais du VHB. On dit que l'hépatite virale B est résolue, mais on ne dit pas qu'elle est guérie. Elle est résolue parce que l'antigène HBS a disparu, parce qu'on a développé des anticorps anti-HBS, mais il y a ce qu'on appelle le cccDNA, qui est le DNA super enroulé qui existe à l'intérieur de l'hépatocyte qui persiste. Et tant que ce cccDNA n'a pas été éliminé, eh ben, l'hépatite aiguë n'est pas guérie, elle est juste résolue. Et justement, on réactive ce cccDNA et c'est de là que l'hépatite virale B se réactive. S'il vous plaît, quel est le rôle des ampoules de citrate de bétaïne? Très très vieux médicament que ma grand-mère appréciait beaucoup, qui a un rôle dans la dyspepsie. Enfin, finalement, c'est un médicament antidyspeptique, c'est tout.
La toxicité au paracétamol est dose dépendante seulement, ou bien la fréquence de la prise du médicament joue aussi un rôle? Alors, on sait que le paracétamol est dose dépendant et que la fréquence du médicament, alors, elle n'est pas connue comme étant un facteur qui peut engendrer une hépatotoxicité pour le paracétamol si ce paracétamol est pris à des doses correctes, quotidiennes correctes. C'est-à-dire que si en 24 heures, le patient prend moins, la personne prend moins de 4 grammes de paracétamol, on va dire 3 grammes de paracétamol, et ben, même s'il prend ça tous les jours, ce n'est pas connu comme étant hépatotoxique. Mais attention, attention, il y a ce qu'on appelle la mésaventure liée au paracétamol. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui le paracétamol peut avoir une action immunoallergique. C'est très rare, mais ça existe. Et puis, l'effet du paracétamol peut être potentialisé par des médicaments qui vont activer le cytochrome P450. C'est-à-dire que si maintenant vous prenez un médicament qui va activer le P450, si vous prenez de l'alcool et que vous prenez du paracétamol à des doses thérapeutiques de 2 à 3 grammes, et donc ça peut être hépatotoxique. Donc il faut faire attention au paracétamol lorsqu'il est pris avec de l'alcool, lorsqu'il est pris avec d'autres médicaments qui activent le cytochrome P450 ou qui sont eux-mêmes hépatotoxiques à des doses quelconques. Donc, non, s'il est prescrit seul, donc la toxicité liée au paracétamol est dose dépendante, la fréquence n'interfère pas si le patient ne prend pas d'autres médicaments ou ne prend pas d'alcool. Voilà, c'est tout. C'est quoi grade C, c'est quoi grade B? Grade C et B, pourquoi? Ah oui. Ah là, c'est les recommandations, peut-être. Les recommandations sont classées selon les preuves scientifiques que l'on a en grade A, B, C et D. Si c'est ça l'objet de la question. Alors, docteur, s'il vous plaît, une hépatite chronique est-elle irréversible après l'arrêt du médicament hépatotoxique en cause? Non. Elle peut être réversible après l'arrêt du médicament hépatotoxique en cause si une cirrhose ancienne ne s'est pas constituée. Donc, tout dépend du grade de fibrose que vous avez. Si le patient a une hépatite chronique avec une fibrose jeune, donc elle peut être réversible. Si le patient, et s'il n'a pas d'autre cause d'hépatite chronique, maintenant, si vous avez un médicament qui a entraîné une hépatite chronique sur un terrain de NASH, eh bien, la réversibilité, elle est un peu moins probable que chez quelqu'un de mince qui n'a pas de NASH, par exemple. Et maintenant, si vous avez une fibrose avancée, F4 a moins de chances de réverser qu'une fibrose moins avancée, MF2 par exemple. Tout dépend du degré de fibrose et tout dépend de l'état sous-jacent du foie. Est-ce qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente ou il n'y a pas un terrain de comorbidité hépatique associé. Alors, est-ce que l'hépatotoxicité médicamenteuse est réversible? Je viens de répondre à la question. Ça rejoint la question précédente. Est-ce que les lésions par idiosyncrasie peuvent être désensibilisées? Très bonne question. Alors, les lésions par idiosyncrasie sont généralement non désensibilisées. Et c'est pour ça qu'on évite le re-challenge. Maintenant, il y a un petit bémol, qui est lorsque ce médicament qui a entraîné une lésion idiosyncrasique du foie doit être prescrit pour des raisons vitales. Pour des raisons vitales, c'est-à-dire que quand les médicaments, il faut le prendre parce que sinon le malade risque de développer d'autres pathologies ou risque de mourir. Ou sa maladie risque de s'aggraver. La maladie pour laquelle il prend ce médicament risque de s'aggraver. On va citer par exemple les cancers. Les cancers, quand on prend par exemple des inhibiteurs de checkpoint qui peuvent être hépatotoxiques, alors on peut désensibiliser si vraiment le patient nécessite sans que le succès de cette sensibilisation ou des résultats positifs de cette sensibilisation ne soient prouvés. C'est-à-dire qu'on le fait parce que le patient pourrait s'améliorer, parce que ça pourrait peut-être désensibiliser. C'est fait quand le médicament doit être pris pour des raisons vitales. On peut donc désensibiliser par des corticoïdes, par exemple, mais ça ne donne pas dans tous les cas. Donc,
c'est possible, mais il ne faut pas retenir ça comme étant une réponse. Je n'ai pas compris cette notion. Le risque d'hépatotoxicité augmente avec l'induction enzymatique. Oui, alors, je vous ai dit tout à l'heure que le médicament, surtout un médicament qui est liposoluble, va être métabolisé en ces métabolites intermédiaires pour pouvoir ensuite donner le principe actif. Eh bien, il est métabolisé dans le foie sous l'action du cytochrome P450 et l'action d'autres cytochromes. Et le fait de prendre des inducteurs enzymatiques ou des médicaments qui vont induire cette activité enzymatique, ça va augmenter la réaction métabolique. Et c'est pour ça que l'hépatotoxicité augmente avec l'induction enzymatique. C'est-à-dire qu'on va activer le P450 qui va encore mieux travailler et donner plus de métabolites réactifs toxiques. Donc, métabolites réactifs non toxiques et métabolites réactifs toxiques. Alors, il va donner plus de métabolites réactifs non toxiques. Il va donner aussi plus de métabolites réactifs toxiques qui vont être toxiques pour le foie. Donc, l'induction enzymatique augmente l'hépatotoxicité médicamenteuse et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop prendre de médicaments, associés de médicaments induisant l'activité du cytochrome P450. Peut-on avoir des hépatotoxicités médicamenteuses même avec un traitement à dose thérapeutique au long cours? Oui, oui, on peut avoir. C'est lorsque le médicament a une action immunoallergique, le délai de l'apparition de cette immunoallergie n'est pas connu. Ça peut être de quelques jours, comme ça peut aller à quelques années. Donc, c'est possible pour les médicaments à action immunoallergique. Je veux dire, la réaction idiosyncrasique par les médicaments peut être évitée par la désensibilisation comme c'est une réaction allergique. Je n'ai pas été peut-être très claire pour la réponse. On ne peut pas. Donc, il faut retenir qu'on ne peut pas désensibiliser comme une réaction allergique parce que c'est une réaction sévère et qui peut entraîner la mort du patient et qui peut ne pas, donc la désensibilisation peut ne pas agir. Et donc, les seules fois où on peut opter pour ces désensibilisations avec des résultats qui ne sont pas tout à fait acquis, c'est quand la prise du médicament est vitale. Un médicament peut toujours être remplacé par un autre médicament qui n'est pas hépatotoxique. Et lorsque ce médicament ne peut pas être remplacé et que son indication est vitale, on peut peut-être désensibiliser, peut-être, mais bon, il ne faut pas retenir cette réponse. Donc, je vais dire non pour éviter le débat. Comment peut-on différencier entre DILI immunoallergique et quelqu'un qui est allergique à un médicament? Comment peut-on différencier entre des DILI immunoallergiques et quelqu'un qui est allergique à un médicament? Alors, allergique à un médicament, ça peut être une allergie peut-être orale, une allergie cutanée, mais dès lors où on fait de l'allergie, on peut faire de la DILI. Donc, c'est une réaction immunoallergique. Il n'y a pas de différence. L'allergie à un médicament est normalement une immunoallergie à un médicament. Par contre, une toxicité médicamenteuse par voie directe, c'est un surdosage en médicaments. S'il vous plaît, docteur, est-ce que l'origan a une toxicité directe ou idiosyncrasique? L'origan, quand il est pris à des doses toxiques, a une action idiosyncrasique. Docteur, dans le cas de l'amiodarone, son hépatotoxicité est idiosyncrasique. Est-ce qu'un patient sous ce traitement peut au début ne pas faire de réaction, mais dans le temps faire une hépatite aiguë? Oui, tout à fait. Il peut ne pas faire au départ et en faire après parce que le délai d'action est différent d'une personne à une autre. Le délai de l'apparition de l'idiosyncrasie est différent d'une personne à une autre. Professeur, est-ce qu'on doit apprendre le nom des médicaments? J'ai déjà répondu à cette question. Il faut connaître les plus importants, ceux qui sont prescrits de façon large à Manu, c'est-à-dire le paracétamol, l'augmentin, le méthotrexate, les statines et les antituberculeux.
Alors, docteur, s'il vous plaît, DILI est l'abréviation de quoi? Je n'ai pas saisi. Donc, c'est une abréviation, c'est l'acronyme anglais de Drug, médicament, induced, induit, liver, foie, injury, lésion. Lésion hépatique induite par des médicaments. Est-ce que les plantes et les compléments ont les mêmes risques de toxicité? Oui, je vous ai dit que 10% des hépatites aiguës étaient liées à des compléments alimentaires et à des plantes. Donc, ils donnent une hépatotoxicité semblable à celle des médicaments.